Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le mardi 23 août en public et dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de cette grande fête du trail mondial qui est l'UTMB Mont-Blanc. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Isabelle Pocot, plutôt en face de moi qu'à côté pour être précis. Merci. Marie Oex, c'est ça? C'est ça. Et Baptiste Elmenreich comme troisième invité. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Bonsoir à tous les trois. Cette semaine, elle s'annonce particulièrement exceptionnelle pour Course Épique, avec la mise en place d'une émission quotidienne de mercredi à dimanche, enregistrée chaque jour ici au Majestic à Chamonix. Donc si vous êtes dans les environs, vous êtes plus que bienvenus pour venir assister à ces enregistrements et ce sera une très belle occasion de se rencontrer par la même occasion. Ces épisodes de Course Épique sont disponibles comme habituellement au format podcast sur vos plateformes favorites et également sur YouTube et sur notre page Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les dates d'enregistrement et de diffusion des émissions de la semaine sur les différents réseaux sociaux Course Épique. Je tenais également à remercier toute l'équipe UTMB et l'équipe du Majestic ici présente de nous ouvrir ainsi les portes de ce lieu si majestueux, c'est le cas de le dire, pour rendre possible cette émission. Évidemment, il était impossible de ne pas évoquer aujourd'hui cette tragique nouvelle survenue cette nuit sur la PTL. Tout le monde est au courant, je pense, ici, qui est survenue avec le décès accidentel d'un coureur brésilien à proximité du refuge de Plan-Glacier. Donc voilà, une nouvelle qui nous attriste évidemment profondément. Et voilà, toutes nos pensées accompagnent la famille et les proches du coureur qui a laissé cette nuit la vie sur les sentiers. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Je vous propose de démarrer désormais l'émission avec la présentation de nos trois invités du jour. Donc Marie, Isabelle, Baptiste, je vais vous présenter successivement. Et comme vous le savez, en fait, j'ai glissé une petite information erronée dans la biographie de chacun. Donc je vais vous demander à chacun de trouver la chose qui n'a pas sa place dans l'introduction de chacun. Donc il va falloir être perspicace, mais je vous fais confiance sur cet aspect-là, il n'y a pas trop de problème. Marie, tu as donc 27 ans, tu as découvert la course à pied à l'âge de 12 ans grâce à ton papa, tu es une passionnée de course à pied, donc ça t'a suivi, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, et puis tu aimes beaucoup voyager par ailleurs, entre autres d'autres passions. Tu as des perfs en course qui sont impressionnantes. Tu es modeste, mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu as fait 1h28 au Sommet de Paris en 2019. Tu as gagné en mai dernier la VVX en Auvergne sur le format 25 km. Plus récemment, tu as fini troisième femme du marathon de Biarritz en 3h17. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé pour toi hier. Tu vas nous le raconter. Ça a été globalement une réussite. Tu nous expliqueras tout ça plus en détail. Une des explications de ces performances tient peut-être au fait que tu es un gris-gris puisque tu cours toujours avec la même paire de chaussettes sur tes courses. Voilà, c'est ton porte-bonheur. Tu as également participé à l'émission Koh-Lanta qui a été diffusée en 2021 et puis ça n'était d'ailleurs pas la première fois qu'on pouvait te voir à la télé puisque tu as aussi participé il y a quelques années à un JT de 13 heures sur un sujet de drague sur la plage. Voilà. Et tu as donc participé à la MCC hier. Qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire, Baptiste, Isa? Moi, j'hésite entre les chaussettes sales et ses 27 ans. Je dirais 20. Donc, voilà. Alors, j'ai pas dit que les chaussettes étaient sales. 20, c'est sympa. Ok, Baptiste, avant de dévoiler la réponse. Ouais, j'ai un petit doute aussi sur les chaussettes. Étant aussi chez Sidas, les modèles évoluent chaque année. Donc... On sent l'expert. Hein. Ouais, c'est clair. Marie, verdict, quelle était l'info qui n'avait rien à faire dans cette présentation? Les chaussettes. Bravo. Bravo à vous deux. Isa, à toi, donc tu es infirmière et anesthésiste, tu as un CV extrêmement impressionnant, tu comptes plus de 100 courses à ton actif dans le monde entier, Oman, Mauritanie, Tchad, Cap-Vert, Norvège, Éthiopie, Libye, plein de belles courses aussi en France, la course du cœur qui te tient particulièrement à cœur pour le coup. L'UTMB, tu viens depuis 2006, donc c'est une longue et belle histoire aussi avec la course. Tu es une référence incontournable dans ton domaine, je me permets de le dire. Donc voilà, tu vas aujourd'hui nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe médicale sur une course. C'est un rôle qui est ô combien indispensable. Chaque coureur peut le mesurer. Et puis les familles qui entourent les coureurs sont bien contents de pouvoir compter sur ces équipes médicales aussi pour que tout le monde arrive à bon port autant que possible. Tu as également gagné 7 émissions consécutives des chiffres et des lettres. Et tu es... Et pardon, je grille un peu la fausse info. Et tu es fan de Magnet, donc tu recours avec passion ton frigidaire au point de ne plus être capable de le voir. Tout est presque vrai. Il y a une chose qui n'est pas vraie dans ce que je viens de dire, je crois. Des chiffres et des lettres, peut-être? Ouais, on va partir sur la même chose. Alors moi, je suis tout de même très déçue que vous ne pensiez pas que ma culture générale puisse... Donc, je suis un petit peu déçue. Mais effectivement, je serais bien incapable. Je ne sais même pas jouer au Scrabble. Donc, vous avez raison. Quant à mon frigidaire, j'achète régulièrement des frigidaires pour mettre les magnettes que j'achète partout. Et donc là, tu es obligé de racheter un autre frigidaire pour pouvoir mettre tous les magnets que tu as envie d'avoir dessus. C'est ça. Baptiste, à ton tour, tu as 24 ans, tu es né à Sallanches, tu résides à quelques encablures d'ici à Passy. Tu es licencié dans 2 clubs sportifs de la vallée de Chamonix, donc la section ski-alpinisme
du Club des Sports, et le Chamonix-Mont-Blanc Marathon. Tu fais partie du team élite Sidas Matrix. Tu as un palmarès très solide en ski alpinisme, c'est que le début, une discipline qui était très chère. Tu étais double vice-champion de France en 2021, c'est ça ? En individuel et en vertical. Tu as ensuite, plus récemment, fini sur la partie course à pied, 15e de la Pyramenta avec Benjamin Chamou. Tu as été 4e sur le cross du Mont-Blanc dans ces mêmes lieux à la fin du mois de juin dernier. En avril 2017, tu te décroches à la surprise générale le titre de champion de France junior de danse sur glace avec Lucille Germain comme partenaire. Et tu es également fondateur de la marque Be-Light qui conçoit et fabrique des lampes frontales et des fixations de ski alpinisme. Et dans la surf privée, tu es, de ce qu'en disent tes camarades en tout cas, aussi allé sur les sentiers que sur les pistes de danse, après quand la soirée s'emballe un peu. Et tu as bien sûr participé hier à la MCC où tu as eu aussi un très beau résultat, mais tu vas nous raconter ça. Il y a un truc qui cloche dans tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je voudrais voir comment il danse. J'aimerais bien voir aussi, du coup. Baptiste Grillet, ouais. Ça passe dans le podcast, ça ? Ouais. Oui, tu peux pas faire la démonstration là tout de suite. Mais ils ont trouvé en tout cas. Tu portes ça sur toi en tout cas, cette joie de vivre. En soirée. Parfait. On est aujourd'hui ici pour parler de la MCC donc, qui s'est tenue hier, qui est une des courses inaugurales de l'UTMB, au même titre que la PTL qui est partie hier, et la TDS qui est partie cette nuit. Je vais vous présenter brièvement la course. Donc la course faite cette année, c'est 4 ans. L'acronyme MCC il correspond au lieu de départ de la course, Martigny-Combe en Suisse, et d'arrivée à Chamonix, c'est le 2e C, sur la place du Triangle de l'Amitié. Le parcours de cette course, il compte habituellement 40 km et 2300 mètres de D+, mais cette année, en raison du débordement d'un cours d'eau à Trian, quelques jours avant le départ de la course, le parcours de la MCC a été modifié avec un petit bonus de 2,5 km et 250 mètres de D+, supplémentaire pour les participants. Ça fait toujours plaisir, non ? C'est toujours une bonne surprise avant une course ? Ouais, ça vous a plu ? Ouais, ok. On était obligés de... Pas le choix, il faut y aller. Cette petite balade donc, sur les sentiers franco-suisses passe par les mythiques cols de la Forclaz et celui de la Balme à 2190 mètres qui marque la frontière franco-suisse avec une magnifique vue assurée quand la météo le permet, ce qui était le cas hier. Je peux vous en parler parce que c'est là que j'ai abandonné et j'ai bien vu que la vue était assez dégagée, j'ai eu le temps d'en profiter. Les premiers arrivants mettront un peu moins de 4 heures. Quant aux derniers finishers, il leur faut passer la ligne d'arrivée avant la barrière horaire de 21h15 en fin de journée, soit un peu plus de 11 heures de course cette année sur ce tracé qui a été modifié. Et une dernière particularité de la MCC, c'est une course qui est destinée en priorité aux habitants de l'espace Mont-Blanc et aux bénévoles qui souhaitent goûter à l'expérience UTMB sur une distance qui est plus accessible, entre guillemets, bien que le parcours soit technique et exigeant, ce que vous ne manquerez pas de nous raconter Baptiste et Marie. Comme le veut la tradition dans l'émission Course épique, à l'issue de la présentation de la course vient la question qui pique. C'est une question un peu piège que je pose à mes invités, donc là on est sur un format un peu spécial, elle arrive assez tôt dans l'émission. Mais la chance que vous avez, c'est que vous allez pouvoir répondre ensemble. Voilà. Isabelle, je pense que quand je t'avais reçue, tu étais toute seule à répondre. Là, vous allez pouvoir vous concerter. Voilà ma question qui pique pour vous aujourd'hui. On connaît bien sûr les multiples exploits de François Daen qui a remporté 4 fois l'UTMB. Mais en réalité, l'athlète qui compte le plus de victoires sur l'UTMB, en l'occurrence une de plus que François Daen, est une femme. Est-ce que ça vous paraît vrai ou faux ? Moi, je pense que c'est faux. Il faudrait remonter il y a quelques années en arrière, mais ça me paraît faux aussi. Marie ? Ouais, pareil, je pense à personne en particulier. Donc. Eh bien, vous vous êtes tous les trois trompés, figurez-vous, et ça ne remonte pas si loin que ça, puisque c'est Lizzie Hawker, qui est une athlète anglaise, âgée aujourd'hui de 46 ans, qui s'est imposée en 2005, 2008, 2010, 2011, 2012. Ouais, tu étais déjà là, Isa, sur les sentiers. Ouais. Maintenant que tu le dis, oui, c'est possible. Et donc voilà, et accessoirement, donc elle a aussi remporté l'Everest Sky Race, qui est donc une ascension de l'Everest que le commun des mortels met 2 semaines à monter. Ça lui a pris 63 heures. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'elle est capable de faire. Donc j'ai découvert ça en préparant l'émission. C'était une anecdote intéressante. On va passer maintenant désormais à votre MCC, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Marie-Baptiste, déjà premièrement, comment se passe la récup ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à monter sur l'estrade de la scène ou ça se passe plutôt bien niveau récupération ? Pour ma part, hier, j'aurais eu du mal à monter sur la scène. Ce matin, ça allait un petit peu mieux, donc la récup se passe bien. T'as de la chance, hein. Moi j'ai dû prendre des petites marches. Isabelle, on va parler plus particulièrement de ton rôle plus globalement. Donc tu encadres la MCC, mais tout l'ensemble des cours de la semaine, donc tu es très occupé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle, sur ton champ d'action, sur les courses de l'UTMB, enfin les courses de manière plus générale, à moins qu'il y ait des spécificités à l'UTMB aussi que tu pourrais partager avec nous. Mais où est-ce que ton rôle s'arrête et où est-ce qu'il commence ? Dans le désordre, où est-ce qu'il commence d'abord ?
Alors, on va parler plus spécifiquement de l'UTMB. Mon rôle, il est sur toute l'année. C'est-à-dire que on démarre la préparation de l'UTMB suivant dès qu'on a fini cette UTMB. Tout d'abord par des réflexions de dire qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Donc ça nous amène à peu près jusqu'au mois de décembre. Ensuite vont commencer les inscriptions. Donc les inscriptions des infirmiers avec des critères excessivement rigoureux. Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que la médicalisation des trails est difficile et qu'il faut vraiment des gens professionnels et compétents. Donc, il y a de plus en plus de demandes de gens qui souhaitent être sur ces courses, ou est-ce que ça reste un challenge? Personnellement, j'ai aucun problème pour le recrutement. Parce que je connais énormément de monde, donc je fais même des malheureux en disant non, je ne peux pas vous prendre. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de souci. J'ai un très très gros réseau. Donc janvier, février, ce sont les inscriptions, et à partir de février jusque juin, ce sont les plannings. Sachant que sur des plannings, il faut concilier les compétences des gens, les médecins, les infirmières, mettre les nouveaux pas ensemble, nouveaux avec un ancien, gérer, ne pas mettre. On a énormément de critères par rapport à ces plannings, ceux qui marchent en montagne, ceux qui marchent pas. Donc ça, j'avoue que c'est c'est pire que les chiffres et les lettres. Là, je gagne au niveau des plannings. Et c'est mouvant en temps réel, j'imagine que là, même dans cette semaine, là, il y a encore des choses, des allers-retours, des gens qui peuvent, qui sont plus là. Pendant cette semaine, c'est toute la semaine de gérer mon but que tout se passe bien. C'est-à-dire que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'anicroche. Effectivement, aujourd'hui, j'ai un infirmier qui m'a appelé, ma femme est malade, elle est hospitalisée. Donc là, il faut que je me débrouille pour qu'il aille voir sa femme. On a eu hier sur la MCC une secouriste qui est tombée, elle a une entorse et elle devait être là toute la semaine. Donc effectivement, une régularisation des plannings en permanence. Et puis ce rôle, je dirais que tout va bien. Et la petite anecdote hier sur la MCC que j'ai adorée, c'est-à-dire je suis rentrée là où il y avait tous les coureurs, il y avait tous les médicaux, il y avait au moins 15 médicaux, secouristes, infirmiers, médecins qui couraient. Je suis rentrée pour la photo et là j'ai entendu hurler tous ces... Ils m'ont hurlé « Maman, t'es là, c'est trop bien !» Et là, les autres coureurs ont regardé, l'air de dire « Mais c'est qui celle-là ?» Voilà. Elle a eu autant d'enfants que ça. Elle a eu autant d'enfants. Et effectivement, mon but, je dirais, de dire que je suis un peu la maman de tout le monde, il ne faut pas exagérer non plus, mais il faut que ça se passe bien, il faut que ça roule pour qu'au niveau professionnalisme du soin, on soit hyper compétent. On parle de combien de personnes là Alors on parle de 70 infirmiers, 40 médecins et 40 à 50 secouristes. Avec un chef de poste pour les médecins, un chef de poste pour les secouristes. Et moi je m'occupe des infirmiers, mais on travaille beaucoup ensemble puisque c'est sans arrêt des réflexions communes. Marie, on va parler plus particulièrement de ta course. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle disposition tu t'es présentée sur la MCC? C'était un peu particulier pour toi cette année en termes d'engagement. Tu avais un peu fait une coupure après le marathon de Biarritz qui était un peu avant l'été, je crois, à ne pas dire de bêtises. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelle disposition tu étais? Est-ce que tu étais venue chercher finalement sur cette course? Tu me reposais la question il y a 3 mois, je t'aurais dit ouais, je vise un top 5 féminin. Je pense que par rapport au temps des femmes l'année dernière, j'étais à peu près dans ce tiers. Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement enchaîné cette année, j'ai tout accepté en termes de courses, j'ai dû faire, je sais pas combien de marathons, peut-être 3-4 et plein de semis. Donc, je me suis dit là, c'est pas terrible, faut que je me préserve un minimum. Donc, j'ai pas forcément, même pas du tout suivi de prépa. J'ai terminé sur le marathon de Biarritz, j'étais super contente de cette place et je me suis dit là, je profite de mon été. Alors je savais que j'avais l'échéance fin août, donc je repoussais un peu, je me suis dit bon, je m'entraînerai un peu plus tard, et en fait je pense que mentalement si t'as pas envie de t'entraîner, il faut pas se forcer non plus. Donc j'ai profité de mon été et puis tu arrivais d'Islande, non, c'est ça, quelques jours avant? Ouais, donc j'ai quand même fait l'Islande. Bon après c'est du trek, c'est pas du tout la même chose, mais le fait quand même de marcher, t'as pas le même dénivelé qu'ici, mais ça, je suis toujours un peu en condition physique quoi. Je fais toujours un peu de sport, j'ai fait de l'alpinisme début août aussi, donc voilà, le mois d'août était quand même sportif, mais sans course à pied. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de courir une des courses de l'UTMB? Non, c'était la première en plus, donc je voulais pas être ridicule.
Et donc non, je me suis dit, je vais quand même me donner à fond comme d'hab. De toute façon, quand tu commences à mettre tes épingles, ton dossard sur le t-shirt, là c'est parti en fait. Tu peux pas, déjà il n'y a pas de retour en arrière et t'es dans un mood compète quoi qu'il en soit. Donc je me suis dit ça va être aux sensations, on verra comment ça se passe. Je voulais pas me griller non plus, mais j'ai clairement senti que j'avais pas l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'ai eu des crampes. C'est pour ça que, enfin je sentais qu'au niveau de la gestion, mon corps était plus en train de subir qu'autre chose. Ça n'a pas été une surprise. De quoi ? Ça n'a pas été une surprise. Non, c'était pas une surprise, mais je pense que les sensations que j'ai ressenties hier, en fait, je l'ai jamais vécu vraiment sur une course, donc là, j'étais vraiment pas du tout préparée, quoi. Franchement, j'avais mal partout dans le corps, quoi. J'avais des crampes même au bras, enfin le truc improbable. Ok, j'ai utilisé les bras avec les bâtons, mais j'ai pas couru sur les bras, donc je comprenais pas. Ça me prenait jusqu'au cou. Enfin, à un moment, je me suis dit là, je peux plus avancer en fait. Et c'est ça que j'aime. Je suis une crampe. J'étais une crampe. Mais après, ce que j'aime dans le sport, c'est l'entraide. Et c'est vrai que même si on parle pas la même langue, il y avait un Italien à côté hyper sympa qui a compris clairement que j'étais en train de cramper, qui m'a filé des gélules. Bon, j'ai un peu hésité au début avant de les prendre, hein, mais il m'a dit c'est du sel. J'ai dit ok. C'était des petites pilules bleues. C'était des dopants. Non, c'était du sel, donc il m'en a donné une, il m'a dit ça va faire effet dans 10 minutes. J'ai dit ok, trop bien, je peux t'en prendre une deuxième pour après. Il m'en a donné une deuxième. Enfin bref, donc c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est voilà, il y a solidarité. Il y a toujours des anecdotes, il y a de la solidarité et ça marchait après, enfin voilà. Donc j'ai eu plein de relances. En fait, je me suis dit il faut jamais que je m'arrête parce que si je m'arrête, ça revenait les crampes. Je devais jamais arrêter de courir. Baptiste, donc tu fais partie du team élite Sidas Matrix. Est-ce que tu peux nous parler là aussi de tes ambitions sur la course ? Est-ce que c'était ton rendez-vous majeur de fin de saison ? Ouais, c'était le rendez-vous sur lequel j'avais envie de bien faire à la maison, ici avec la foule à Chamonix. Ouais, je voulais. L'objectif c'était d'abord de gagner, mais il fallait se rendre à l'évidence avec les sensations de l'été. C'était peut-être un peu plus difficile que les autres années. On spoil déjà ton résultat, mais donc tu as fini 2e de la course. Est-ce que c'était une pression additionnelle pour toi d'évoluer quasiment à domicile, ou est-ce que c'est une source de motivation en plus ? Non, plutôt source de motivation. Après, c'est vrai que j'ai pas hyper bien dormi les nuits précédentes. J'avais un petit peu de stress, mais non, c'est toujours une motivation de courir ici, à Chamonix. Tu peux compter sur le team qui est autour de toi, sur les différentes étapes. Comment ça s'organise sur une course comme celle-là ? Ils sont présents à différents points de rendez-vous, au départ, à l'arrivée, surtout entre les deux ? Ouais, alors la petite spécificité de MCC-OCC, c'est qu'il n'y a pas forcément le droit d'avoir de ravitaillement extérieur à ceux de l'organisation, donc ils étaient plutôt là pour encourager, pour filmer, pour faire des photos, et ouais, depuis Martigny, à chaque point accessible en voiture, ils étaient là sur le bord pour nous pousser et nous donner un peu plus de force d'aller au bout. Marie, on va rentrer un peu plus dans le détail de ta course. Le début, donc, la MCC, ça commence par 2 gros morceaux, de belles montées, ce qui n'est pas forcément la chose que tu affectionnes le plus habituellement. Et ça s'est bien passé. Bizarrement, oui, comme quoi. Hein. Moi, je pars au feeling. Non, première partie bien parce que, en fait, ça va. Enfin, le fait d'avoir les bâtons, ça aide un petit peu. Et je pense que mine de rien, même si j'ai pas eu de prépa vraiment avant, le fait de faire de l'alpinisme, hein, on monte, on est avec des crampons, donc c'est plus de la montée que de la descente. Et même ce que j'ai fait en Islande, c'est de la marche aussi. Donc je sais pas, j'avais l'impression d'avoir quand même des bonnes sensations. En tout cas, au 7e kilomètre, au moment du premier ravitaillement, j'étais bien. Je crois que j'étais quand même pas trop mal classée. Et là, ça m'a quand même motivée. Mais ça m'a tellement motivée que j'ai oublié de remplir l'eau. Non, mais vraiment, cette course, c'était n'importe quoi. J'ai oublié de remplir, en fait, mes gourdes. Et du coup, j'avais plus assez d'eau. Donc, quand j'ai su que le prochain ravitaillement était au 19e kilomètre, je me suis dit, mais là, je vais être à sec, en fait. Donc, j'ai pris l'eau de la rivière et tout. C'est pas le monsieur qui t'a donné les pilules qui t'a donné aussi sa place? Ça, c'était l'étape d'après. À ce moment-là. C'était l'étape d'après. Et à un moment, j'ai même demandé à des gens, vous n'avez pas un peu d'eau? Non, mais c'était n'importe quoi. Donc, voilà, on fait avec ce qu'on a, donc avec la nature. Donc, j'ai pris un peu d'eau. Il y a un moment, il y a eu quand même un petit point au niveau d'un refuge avant le... Je sais plus le nom du refuge. Avant la Balme, c'est ça? Voilà. Des grands. Et tu sais, derrière, tu pouvais aller te remplir un peu d'eau. Donc là, j'ai foncé, quoi. J'étais à sec, mais vraiment. Donc, heureusement qu'il y ait cette partie. Et puis, après, là, les descentes, c'est toujours un peu compliqué. Et puis là, je commençais un peu à cramper. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai un peu plus galéré par la suite. Et puis après, non, c'est ma petite chute au 25e kilomètre. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Et à un moment, je me suis dit, je vais jamais remonter.
Et il y avait un gars en VTT qui m'a soulevé. Je lui ai dit, écoute, là, j'ai la jambe gauche crampée et la jambe droite défoncée. Donc, fais ce que tu peux. Mais là, je sais même pas si je vais repartir, quoi. Donc, voilà. Tout le monde s'est mis en 4 pour toi, en tout cas. De quoi ? Tout le monde s'est mis en 4 pour toi. Ouais, non, franchement, c'est ça que j'aime dans ce sport. C'est que vraiment, surtout dans le trail, parce que bon, la course sur route, j'en fais pas mal aussi, mais c'est pas pareil. C'est différent. Je trouve que là, les gens prennent beaucoup plus soin les uns des autres sur le trail. Je pense que c'est l'esprit un peu montagne aussi qui doit faire ça, mais voilà, je trouve que le trail, pour ça, il y a des super valeurs, quoi. On voit quelqu'un tomber, on va pas le regarder, on s'entraide, quoi, bien évidemment. Donc ça fait des bons souvenirs. Isaac, quel est le type d'intervention qu'il peut y avoir? Alors la MCC, c'est un format qui est relativement court. Il y a des formats bien plus longs. Ça peut être quoi l'amplitude de l'intervention du plus petit bobo à des choses plus compliquées? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup hier? Au niveau des soins, on peut tout avoir sur toutes les courses. Mais là où on fait le plus attention, une fois qu'on a géré la météo et tous ces problèmes, sur la MCC, nos regards sont sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'amateurs. C'est-à-dire que c'est soi-disant la petite course. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de petite course. 40 km, elle est très exigeante, cette MCC. Et on a tout de même beaucoup de gens qui sont là pour dire « c'est ma première course à l'UTMB ». C'est une course qui est difficile. Et effectivement, il faut gérer les gens qui ne vont pas remplir leur bouteille d'eau. Il faut gérer les gens qui ont des crampes parce qu'ils ne sont pas entraînés par rapport à ça. Il faut gérer... Il y a de tout. Et effectivement, tu fais bien de le dire, on peut trouver aussi des problèmes sur des gens qui connaissent, mais en fonction de la fatigue, en fonction de ce qui se passe. Donc, ça ne change rien par rapport à d'autres courses, c'est-à-dire on est aussi vigilant. On a peut-être moins de problèmes gastriques parce que c'est moins long. Sur l'UTMB, on gère énormément de problèmes gastriques. Tu dis ça pour m'embêter exprès? Oui, non, pardon. Parce que j'ai eu ça. Tu dis ça pour m'embêter parce que c'est ce que j'ai eu moi comme problème. Oui, parce que c'est effectivement ce que je t'ai soigné au départ, mais la longueur d'une course, effectivement, amène des problèmes gastriques en fonction de la course. Donc là, sur la MCC, c'est plus de se dire, attention, pas dire c'est débutant, mais attention, c'est des plus jeunes dans la course, quoi. Baptiste, cette course-là, sur ce type de format, est-ce que tu la considères particulièrement exigeante, toi aussi, toi qui en as fait quand même un certain nombre? Ouais, ça reste quand même exigeant, hein. 2500 mètres de dénivelé, c'est pas anodin. Puis la distance aussi, 40 km, ça laisse des traces. Plus de 40, hein. Attends, chaque kilomètre compte, hein. 41. Baptiste, justement, comment s'est passée ta course? Est-ce que tu peux nous la raconter dans les grandes lignes? Si on part de Suisse ensemble et que tu nous emmènes jusqu'à Chamonix, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes étapes de cette course d'hier? J'ai l'impression qu'elle ressemble un petit peu à la course de Marie. Ça allait bien la première heure, montée de la Forclaz. Je passe en tête, la descente sur Trian qui commence à faire un petit peu mal aux jambes avec les grosses marches. Et ouais, je continue un petit peu devant, le faux plat montant. Et Ludwig revient sur moi, j'essaye de le suivre un petit peu, une dizaine de minutes, mais je pense que je commençais déjà à être un peu dans le rouge et c'est ce qui m'a achevé au kilomètre 12 et les crampes tout de suite après Trian, mal de ventre, coup de chaud, plus rien qui allait. La tête, elle dit quoi dans ces moments-là? La tête... tu te dis que tu comptes les kilomètres jusqu'à la fin et tu te dis qu'il n'y a plus rien à attendre et que ça va être pas forcément agréable, tu subis ou est-ce que tu arrives à trouver du plaisir quand même si tu te dis que ça va être compliqué de jouer la première place qui était l'objectif? Ouais, au début, la montée de Balme, la tête qui... Ouais, c'est que le début, ça peut revenir. Et la tête qui force encore un peu, mais ouais, je m'épuise au fur et à mesure et de moins en moins envie de se faire mal, mais je sais ce qui m'attend aussi à Chamonix à l'arrivée. la foule, le dernier kilomètre, donc pour ça, j'essaye de... Je me fais mal jusqu'au bout et ouais, c'est sûr que c'est rare les courses où on prend aucun plaisir, mais là, à part la dernière ligne droite, j'en ai pas pris beaucoup hier. Je suis pareil que toi. Toi, Isabelle, t'as pris du plaisir sur la MCC hier? Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur la MCC, sur cette organisation, parce que le premier personne que j'ai rencontré, c'est toi, donc le plaisir a été d'emblée. Après, il y avait toute l'équipe médicale, il y avait beaucoup de gens, et puis c'est surtout la première course qui démarre. Bon, la PTL avait démarré 2 heures avant, et c'est le début pour nous de la semaine. Et au départ, il y a tous les responsables qui sont là, c'est le début de notre semaine, la MCC.
Et après, effectivement, la course a démarré, c'était extrêmement émouvant. Sur la première ou deuxième vague, au premier rang, il y avait une petite mariée avec un voile parce qu'elle s'était mariée il y a 3 jours. Cette petite mariée, elle a perdu son voile au moment du départ. Heureusement que c'est pas l'Alliance. Il n'a pas fait tomber dans une rivière. C'était le voile. Et moi, après, je me suis postée au col de la Forclaz et j'étais là avec mon voile, je l'avais repéré, c'était une petite Asiatique et je lui ai rendu son voile. Je pense que je lui ai fait le plus beau cadeau du monde. Elle m'a dit oui, je l'avais perdu. Et à l'arrivée, elle était aussi contente de savoir qu'elle pouvait passer la ligne d'arrivée avec son voile. C'est des petites histoires qui sont très, très importantes par rapport à la vie de tous les jours, quoi. Les 2 coureurs de la MCC, est-ce que les crampes, qui sont votre principal point commun, au-delà d'être finisher tous les deux, est-ce que c'est quelque chose auquel vous étiez habituellement sujet ? Jamais. J'ai jamais eu une crampe à une course. Et là, j'en ai eu 10 sur une course. MCC, c'est ta meilleure crampe à Chamonix, non ? C'est peut-être ça ? Ah non, mais là, c'est mon corps, comme je disais tout à l'heure, qui était juste une crampe. Et en fait, ce qui est dur, c'est quand t'as jamais eu de crampe, tu sais pas trop comment le gérer. Donc, j'avais pas forcément le matériel pour. Et petite anecdote, parce que j'ai quand même oublié. Donc, moi, j'ai été invitée par la team SIDAS. Et j'appelle Axel en FaceTime pendant la course. Axel qui est qui travaille pour SIDAS. D'accord. Et donc il répond pas, donc je me suis dit je vais lui faire un petit message vocal. Et là je cours, je fais Axel, j'ai des crampes, c'est une catastrophe, faut absolument que t'envoies quelqu'un au prochain ravitaillement, il me faut du sel, il me faut quelque chose, mais là je crampe, je vais arrêter, donc il faut absolument qu'il y ait une solution. Et donc il a envoyé Hugo, mais pour les 3 derniers kilomètres. Mais ça m'a quand même aidé. Donc j'ai pris un espèce de gel compote horrible. Je sais pas si tu t'y connais un peu. Tu t'y connais en compote, Baptiste ? Un compote un petit peu, je sais pas où, mais là j'ai eu des échos de quelqu'un qui demandait des oligo-éléments pendant la course, donc ça a dû en faire rire plus d'un chez SIDAS. Alors moi, je voudrais mettre un petit bémol sur les crampes, c'est-à-dire que en général, les coureurs disent j'ai des crampes, c'est parce que j'ai pas assez bu. C'est vraiment les phrases qui sortent tout le temps. Il faut savoir que les crampes, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas assez bu, c'est pas forcément ce problème-là. Il y a plein de problèmes. La MCC, ça démarre d'emblée avec de la côte. Donc déjà, il y a l'échauffement. Ça démarre avec des moments où il y a pour moi, des grosses marches, il y en a qui disent je les ai pas vues, mais enfin, ça monte vraiment beaucoup. Et les muscles font des efforts différents de d'habitude. Donc ça peut venir de là, ça peut venir du sel, ça peut venir d'un manque d'oligo-éléments, mais c'est pas... Alors, sans faire de publicité, mais la sportéine, on y croit ou on n'y croit pas, les gens prennent. Je suis pas là pour faire un cours sur les crampes, mais voilà, je voudrais enlever cette idée de t'as des crampes, t'as pas assez bu. Non, ça, c'est pas forcément ça. Et puis là, je mettrais une petite pensée pour François Den. On était au Cap-Vert ensemble et je crois pour moi, c'est celui qui a eu le plus de crampes. Il est resté 4 heures allongé. On a essayé de lui faire passer ses crampes et on n'y arrivait pas. En fait, après, ça a été du repos. Il est reparti sur cette course, mais il a un souvenir de ses crampes. 4 heures de crampes, c'est énorme, quoi. Mais donc on peut repartir après, il y a quand même la possibilité que ça s'atténue en tout cas des fautes sur les oreilles. Sur cette course du Cap-Vert, il avait très peur que je lui dise stop, t'es éliminé. Les crampes, c'est pas un gros problème pour nous. On va éliminer quelqu'un qui va très mal. Mais les crampes, moi je lui ai dit tu te reposes et quand il y en a plus, tu repars. Et il a fini sa course. Donc ça c'est important par rapport à ce problème. Et toi, Baptiste, les crampes, c'est ta relation avec les crampes ? Ouais, j'en avais aussi bien discuté. It's complicated. Ouais, avec François, que lui, ça venait plutôt d'un virus. Mais quand on a pu courir la Pyramenta hiver ensemble. Mais ouais, j'ai toujours été très sujet aux crampes aussi. Ouais, sur la une MCC, c'est dur de s'arrêter pour attendre qu'elle passe. Donc on force dessus un petit peu jusqu'au bout. Mais ouais, sur des formats de 25-40 km, c'est là où c'est le plus fréquent pour moi. Donc l'effort est hyper intense. La distance qui commence à être longue, mais ouais, à haute intensité. Sur des formats plus longs, on force moins sur les mollets, sur les quadrilles. Donc les crampes viennent pas forcément. Sur des formats plus courts, elles ont pas le temps de venir. Mais ouais, l'année dernière, j'étais assez épargné par les crampes. Mais ouais, plus jeune, j'ai toujours eu ce souci. C'est l'âge. 24 ans, t'es en train de redescendre.
Et au col de la Forclaz, on m'a appelé pour dire venez vite, il y a un monsieur qui a un malaise. Donc quand on vient, on ne sait jamais ce que c'est quoi un malaise. Et en fait, je suis arrivée, il hurlait. Donc déjà, j'ai dit il va bien, il hurle. Donc et en fait, il hurlait parce qu'il avait des crampes. C'était une crampe. Et immédiatement, j'ai tiré dessus. Donc, on a des manières de tirer au niveau des crampes. Et il me dit, vous me faites mal, vous me faites mal, vous me faites mal. Et la crampe est passée, parce qu'avec une certaine pression. Et très vite, il m'a dit, ah, mais j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et la crampe a repris une minute après. Là, il m'a dit, retirez, retirez. Enfin, Après, j'ai pas su s'il lui avait redémarré. Plus globalement, sur des courses peut-être un peu plus longues comme peut l'être l'UTMB, comment et quand on se décide la répartition et le déploiement des équipes médicales? Est-ce que vous identifiez des zones plus à risque et sur lesquelles il faut des profils particuliers ou des compétences particulières? Est-ce qu'il y a une cohorte qui suit un petit peu l'avancée du groupe de tête, certains qui sont plutôt sur les queues, enfin des profils qui sont plus sur les queues de peloton de course? Comment est-ce que tout ça, cette musique se construit? Alors pour l'UTMB, c'est un travail de tout le temps. On travaille donc avec la société médicale Dockever qui gère cette course. On travaille avec le directeur de course et les gens qui connaissent bien le terrain. Et on voit sur les postes, là on doit mettre un médecin, là on doit mettre 2 infirmiers, là on met un anesthésiste, là on met un réanimateur. C'est un travail énorme et on n'est pas à se dire on met plus de gens en fin de course. Non, c'est vraiment les médicaux, ils sont répartis sur toutes les courses, puisqu'on peut avoir des gens au départ de l'UTMB, aux ouches, même qui ont un problème. Donc vraiment, c'est une répartition complète, qui est une étude qui est faite avec tous les gens qui connaissent le terrain. Voilà. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte, ce métier-là? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est quoi la flamme pour venir sur une course à chaque fois? Qu'est-ce qui s'allume, l'étincelle? Alors, moi, tant que j'aurai la flamme, je ferai ce métier. Ce que j'adore dans ce métier, cette prise de poste, c'est mon but, c'est que les coureurs soient finishers. Donc moi j'ai toujours dit, je suis une toute petite coureuse, 40 km c'est mon maximum. Donc quand je médicalise des grandes courses, c'est toujours impressionnant pour moi. Mon but c'est d'être finisher. Et moi personnellement, je dis je suis 100 000 fois finisher de toutes ces courses. Parce que quand un coureur va très mal et qu'on arrive à le requinquer, il va très mal au niveau médical ou il va très mal au niveau moral, c'est deux choses, et qui repart, pour nous, c'est gagné. Donc c'est vraiment, pour moi, le but des médicaux, bien évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de danger. Donc il y a un travail préventif, il y a un travail pendant la course, et après la ligne d'arrivée, moi, le nombre de fois où je surveille, tiens, je suis là, à l'UTMB, parce que sur des courses dans le désert, on est tous ensemble. Et je suis très déçue hier de ne pas avoir vu le numéro de celui que j'ai soigné. Donc je ne sais pas s'il est finisher ou pas. Mais le but, c'est que vous soyez au maximum finisher dans le bien-être. Ça m'a permis une fois de m'engueuler avec une femme de coureur, parce que le coureur, il n'allait pas bien, on l'a requinqué. Et j'ai dit à la femme, il va repartir, votre mari. Non, il ne repartira pas, j'en ai marre. J'ai dit, si, il va repartir. Il a été finisher. La femme m'a téléphoné pour me remercier. Parce que la joie d'avoir son mari finisher, c'est indéfinissable. Elle m'a dit, excusez-moi, je vous ai un petit peu grondé, mais là, merci. Et pour nous, c'est ça, le métier. Est-ce que ça reste une décision difficile à prendre de demander à un coureur d'arrêter? Est-ce que c'est toujours un crève-cœur pour toi, ou est-ce qu'il y a une espèce de raison qui prime sur le cœur et qui fait dire que cette personne-là n'est plus en capacité? En tout cas, toi, tu dois lui suggérer d'arrêter. Alors, tout dépend ce qu'il y en est. Quand c'est un gros problème médical, on est vraiment dans le soin. Donc, on est dans notre métier et c'est comme ça, il faut arrêter. Alors, bien évidemment, il faut y prendre des pincettes et on sait que c'est difficile pour le coureur. Il s'est vraiment entraîné, mais nous, on a une raison médicale. Après, quand le coureur me dit « je crois que je vais arrêter parce que j'ai des ampoules aux pieds », moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai soigné les ampoules, je sais qu'il va avoir mal, mais il peut redémarrer. Donc, je fais tout pour qu'il redémarre. Mais après, on n'est pas des magiciens. Et c'est là où je suis un peu déçue. J'ai fait un super pansement, je sais qu'il va mieux, j'ai donné ce que je pouvais. Et puis, il décide de ne pas redémarrer parce que la souffrance, à un moment, il n'en peut plus.
Oui, là, c'est un crève-cœur. Je reconnais. Ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter pour raison médicale sur une course? Non, pas trop. On fait pas trop d'ultra encore, donc. Ouais. Après, ça peut arriver à tout moment. Hein. C'est pas forcément la distance, comme vous l'avez dit. Donc, si vous faites une cheville, vous continuez ou pas? Tout dépend comment est la cheville. Hein. Moi, franchement, je me dis, du moment que c'est pas cassé, je continue. Je sais pas toi, mais. Ça dépend des objectifs qui arrivent derrière. S'il y a des courses importantes dans les semaines après, non, vaut mieux arrêter. Si c'est la fin de saison et qu'il reste plus que quelques kilomètres, on peut continuer de forcer. Tu arrives à rester raisonné et raisonnable. On va parler quand même de vos résultats de course. Donc Baptiste, tu as fini deuxième hier. Qu'est-ce qui prédomine là à J+1? C'est la satisfaction malgré tout de cette position qui n'était pas celle que tu imaginais? C'est quelques regrets? Est-ce que tu refais le scénario de la course autrement? Non, des regrets, j'en ai pas. Des faits de course, ça s'est passé comme ça. On peut pas revenir en arrière. Et après, ouais, j'ai quand même bien pu profiter de l'arrivée et après l'arrivée. Donc, je retiendrai seulement ça de ma course, quoi. Je vais essayer d'oublier ce qui s'est passé pendant. Marie, toi, il y a le résultat. Est-ce que tu es quand même globalement satisfaite, même si dans des conditions de préparation différentes, tu aspirais à mieux? Il y a aussi eu plein de moments, je pense, sur les bords de sentier, cette ambiance que moi j'ai trouvée, qui a eu la chance de courir aussi partiellement la course, cette ambiance vraiment hyper chaleureuse et qui te porte. Il reste plein de choses positives donc, de cette course pour toi? Toujours. Enfin, pour moi, la course à pied, c'est toujours du positif. Hein. Moi, je viens chercher des sensations. Enfin, je pense que quand on court, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Enfin, moi, je cours depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé avec l'école des crosses, donc c'est quand même dur. Et puis après, je me suis un peu forgée justement avec toutes ces courses. Et depuis quelques années, j'ai pas forcément voulu me relicencier parce que pour moi, la course à pied, ça reste du plaisir. Et à un moment, ça l'était moins devenu parce que la pression des entraînements, etc. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de rester compétitrice, ça c'est clair, c'est en moi, mais de prendre du plaisir dans chacune de mes courses. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, je me prends plus du tout... je me mets aucune pression, en fait. Peut-être pas assez, justement. J'ai quelques souvenirs sur la Transgrande Canaria où j'étais avec toute la team d'athlètes Brooks qui rigolait parce que clairement, j'avais pas la moitié du kit sécurité, du kit obligatoire. Il me manquait la moitié. Et Mathieu Delpech avait bien rigolé dans la voiture parce que clairement, lui, il était tellement dans sa bulle et moi, j'étais là, ah ouais, c'est vrai, il faut ça, ouais, d'accord. Et en fait, je pense que je sais que voilà, je m'impressionne entre guillemets et je trouve que c'est bien d'être fier de soi. Enfin, moi, je sais que je suis fière de ce que j'ai fait, même si c'est qu'une 10e place, parce que je sais que derrière, j'ai pas la rigueur d'une athlète et que ça reste aussi un plaisir. Donc, je suis dans la compète, mais la compète plaisir, on va dire. Baptiste, est-ce que tu veux nous parler quand même du team dans lequel tu évolues, Sidas Matrix, qui est une approche assez singulière, qui a vraiment cette logique de sport professionnel et de performance, mais qui laisse aussi pas mal de latitude finalement pour exprimer, et puis du temps pour développer les talents. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a mené jusqu'à Sidas et puis l'accomplissement que tu y trouves aujourd'hui au sein du team? Oui, alors j'étais déjà accompagné par Thomas, donc qui est manager du team les années d'avant, et puis j'avais commencé à être entraîné aussi par Simon, le deuxième fondateur du team avant qu'il crée cette aventure. Et ouais, j'ai tout de suite adhéré au projet, connaissant les deux, étant très attaché à eux et en connaissant aussi l'équipe qu'ils allaient essayer de recruter. Donc des jeunes avec un super état d'esprit, un peu tous dans les mêmes délires. Et on avait un bon bout de chemin à faire tous ensemble. Donc on se pousse tous vers le haut. On a grandi plus ou moins ensemble déjà depuis quelques années et on se pousse les uns les autres. C'est ce qui nous anime au quotidien et ce qui nous fait monter petit à petit tous ensemble. Le ski alpinisme, c'est aussi assez central dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça coexiste? Est-ce que c'est une logique finalement de saisonnalité? Est-ce qu'il y a en majeur, j'imagine, le ski alpinisme beaucoup plus l'hiver, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de trails ou est-ce que tu essaies de pas trop couper? Et puis, qu'est-ce que tu apportes chacune de ces disciplines? Et à terme, est-ce que les deux sont conciliables pleinement? Est-ce que tu peux ambitionner d'avoir des résultats de très haut niveau dans les deux disciplines? Ou il faudra choisir un moment? Alors, j'adore passer du temps en montagne. Donc, en habitant par ici, l'été, c'est plus facile d'aller courir. L'hiver, quand la neige descend, ça devient compliqué de monter en montagne. Le plat, c'est mon truc l'hiver, mais j'essaye quand même de garder pas mal de séances de course à pied. Ça fait aussi du bien pour le ski. Le ski l'hiver, ça fait du bien pour l'été. Ça donne de la force.
y a plein de bénéfices. Et jusqu'à maintenant, je préparais des formats de courses un peu similaires en trail et en ski, des efforts au seuil de plus d'1 heure. Donc ça cohabitait assez bien les deux disciplines sur l'été et l'hiver. Mais là maintenant, avec les Jeux Olympiques qui arrivent en 2026 et le format sprint, je vais commencer à me préparer plus spécifiquement pour ça, donc pour des efforts de 3 minutes. Et là, ça va demander une préparation un peu différente de celle du trail. Donc il risque d'y avoir des petits changements d'ici les prochains mois. Et ouais, je vais commencer peut-être à mettre le ski un peu plus en priorité pour préparer ce gros événement. Dans les autres casquettes que tu as, il y a toute une partie entrepreneuriale puisque tu as monté Be-Light, ta boîte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était une vraie info de ta bio. Est-ce que tu peux nous raconter? Et puis je crois que c'est aussi une des choses que veut mettre en avant le team, de pouvoir aussi laisser la place à d'autres centres d'intérêt. Je pense qu'il faut trouver un équilibre, j'imagine, plus global et que le sport soit pas 100% du focus de chacun, mais qu'il y ait aussi d'autres piliers à côté. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment t'es venue cette idée et puis ce que ça t'apporte et où tu veux mener ce projet? Alors depuis tout petit, j'ai toujours aimé inventer, bricoler des choses. Et puis à côté, le sport aussi, toujours à fond. Et sur les courses de ski alpinisme, souvent c'est les courses qui se faisaient bien il y a quelques années qui disparaissent un petit peu par essoufflement des bénévoles. Mais c'était les vertical races, donc en nocturne, les gens après le boulot, ils montaient en station, faire la course toutes les semaines. On pouvait en trouver dans la région. Des petites courses comme ça en nocturne, et plusieurs fois je me suis retrouvé dans le noir à la fin de la course avec des frontales qui n'allaient pas, et comme je bricolais pas mal, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de m'en fabriquer une. Et puis de fil en aiguille, ça a plu aux copains, les copains ont voulu que je les équipe, et puis en 2018 j'ai lancé ma micro-entreprise pour pouvoir les vendre plus légalement, et petit à petit c'est monté. Puis je suis arrivé aussi sur un projet de fixation de ski alpinisme avec un de mes partenaires dans la vallée, qui est un industriel dans le décolletage, et qui m'a aussi challengé sur l'idée de la fixation de ski alpinisme. Donc ça fait 3 ans aussi que je bosse sur les fixations, que j'ai sorti l'hiver dernier. Et puis, mais ça, c'est un petit peu plus dur à vendre, plus cher pour le client, et c'est beaucoup d'énergie pour vendre les fixations de ski de randonnée. Donc à terme, ça va être, je vais surtout mettre l'accent sur les lampes frontales, mais à voir comment je peux associer sport de haut niveau et entrepreneuriat, parce que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de temps. Petite pause promotionnelle, t'as 15 secondes, où est-ce qu'on peut trouver? C'est quoi le chemin le plus court? Il y a des e-shops peut-être? Le chemin le plus court, c'est belight.com avec deux i, ouais. Et sinon, pour ceux qui sont sur Chamonix en ce moment, on peut retrouver les fixations et les lampes frontales chez Ravanel, place du Mont Blanc. C'est noté, si vous êtes dans le coin. Isabelle, je me permets, on se connaît un petit peu. Comment est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu changer en fait ton métier depuis 15 ans? Est-ce qu'il y a eu des évolutions majeures, ou est-ce que les choses restent fondamentalement, se font de la même façon? Bien sûr, il y a eu des évolutions dans ce métier, mais en règle générale, non, il n'y a pas d'évolution. C'est le métier par lui-même qui est d'abord extraordinaire. Moi, j'adore ce métier d'infirmière anesthésiste. Ça serait à refaire, je referais exactement le même métier. C'est un métier où on travaille en collaboration avec d'autres personnes, et on est aussi excessivement autonome dans ce qu'on fait. Au bloc opératoire, au SAMU, et puis ça nous permet aussi de travailler dans énormément d'endroits. Et puis, plus ça va aller, plus dans la médicalisation de trail, donc ce sujet dont on parle, on prendra des infirmiers qui ont les compétences d'infirmiers anesthésistes, et pour pouvoir être le plus professionnel possible. Avant de bientôt se quitter, une dernière petite rubrique un peu fidèle à ce qu'est le podcast habituellement, qui s'appelle dans le podcast la basket chinoise, qui est en fait devenu un petit questionnaire de Proust. Donc je vais sortir à côté de moi, je décris pour les gens qui nous écoutent seulement, un petit bol blanc dans lequel il y a une question que chacun va poser à son voisin de gauche. Donc Marie, pioche si tu veux bien, et une question pour Baptiste. Oui, allons-y Baptiste. Merci. Et Isabelle. Merci. Ça a été en te rasseyant, Baptiste, les jambes, ça va? Au moment de te rasseoir, ça a été? Les jambes? Au moment de me rasseoir, ouais. je ne me suis pas levé, je suis resté assis.
Marie, la question pour Baptiste, quelle est-elle? Alors Baptiste, quelle est ta vision du bonheur parfait? Ma vision du bonheur parfait, je pense que c'est déjà en montagne. Et de prendre, d'avoir le temps un peu tous les jours, de prendre du temps pour être en montagne et pour faire ce qui nous anime. Et profiter le plus possible de ces moments. On comprend. Sans prise de tête. C'est beau. Ouais. J'adhère totalement. Je suis parisien, c'est compliqué pour moi, mais je comprends. C'est des plaisirs simples et fondamentaux. Une question pour Isabelle. J'ai le droit de rajouter. Tu as tout à fait raison, et tu rajoutes l'amour et la santé, et c'est parfait. Et des magnets sur le frigidaire. Des magnettes. Et là, on est parfait. Une question pour Isabelle. Alors, on y a peut-être déjà répondu, avec des chiffres et des lettres. Quel talent tu aimerais le plus avoir? Je préfère répondre à cette question, c'est plus facile. La peinture. Au niveau du talent, non, alors j'ai commencé le piano il y a 4 ans. Je suis encore très, pas débutant, mais et j'aimerais être une virtuose du piano. Et c'est drôlement dur. Isabelle, dernière question pour Marie. Marie, tu as une toute petite valise, tu pars sur l'île déserte, tu emmènes 3 choses. Elle est improbable cette question. 3 choses sur une île déserte. Les chaussettes sales. Très important. Bien évidemment. Une pilule de sel. Un appareil photo. Des allumettes. Et une bouteille de champagne. C'est vrai que, là, Une grosse, alors une très grosse, qui peut durer vraiment longtemps. Non, et... Un bouquin, un disque de chevet, quelque chose qui... Une personne, allez. Ah bah oui, une personne. Ça Ça peut pas être toute seule. On peut considérer que ça marche. Sinon, je m'ennuie. J'aime trop 3 parler. choses. 3 choses, oui. Merci à tous les 3. Avant de conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez juste nous parler, en tout cas pour Baptiste et Marie, de vos prochains rendez-vous sportifs? Est-ce qu'il y en a à l'agenda ou est-ce que là c'est coupure, terminé, on remballe? Il n'y a jamais de coupure. Pour ma part, fin septembre, j'ai la Runmate au Lac Léman. Donc ça, je le fais en relais avec d'autres copains. C'est 220 km de course sur 3 jours. Je crois qu'on a à disposition un van et puis voilà, on se relaie pendant 3 jours autant de kilomètres qu'on veut. Il faut juste finir les 220 km. Et ensuite, au mois d'octobre, j'ai la Mascareigne à La Réunion. Donc là, c'est 72 km. J'ai été tirée au sort. Donc là, je vais vraiment m'entraîner. Et l'entraînement, c'était hier, c'était le premier. Donc là, c'est parti. Baptiste. Ouais, la coupure, c'est vraiment trop ennuyant. Donc on va continuer de sortir. Et pour ma part, ça sera peut-être sans les baskets le prochain dossard. Mais rendez-vous sur les skis d'ici novembre. Isa, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette semaine, pour toi? Alors, si tu peux répondre peut-être sur tes prochains projets aussi. Voilà, je partais là-dessus. Donc moi, je pars au mois de novembre médicaliser une course pendant 3 semaines au Bhoutan avec Ned et Benoît Laval. Donc là, je pense qu'on a vraiment de la chance de pouvoir aller au Bhoutan. Tu connais? Pas du tout. J'ai jamais mis les pieds. On y va en train, le fameux Bhoutan-train? Non, ça... Ok. Non. Ça se coupera pas au montage, tant pis, on la laisse, c'est pas grave. Et pour cette semaine, donc, au-delà de ce projet du Bhoutan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, cette semaine, c'est vraiment que les courses se passent bien, que les coureurs se fassent plaisir et que tous les bénévoles, il faut savoir que sur l'UTMB, on est plus de 2000, il y a plus de 2000 bénévoles et que vraiment tout le monde travaille avec entrain et plaisir. Une dernière question. Très futile. Quelle est la prochaine chose que vous faites là juste après? On se dit au revoir, vous sortez du Majestic. C'est quoi votre programme là? Retrouver les copains et manger. Allez boire des canons. Moi, je fais partie d'un club de course de filles qui s'appelle Cœur de Reneuse. Elles m'attendent pour l'apéritif à côté de l'église. On voit bien le point commun quand même entre les 3. Ça fait plaisir. Allier le sport et le plaisir et l'apéro et la fête avec les copains. Vous avez bien raison. C'est l'intérêt de courir le lundi. Exactement. Je vais Courir faire plus pour manger plus.
Merci à tous les trois pour votre disponibilité, pour nos échanges. Bonne continuation à chacun dans vos projets respectifs. Je vous souhaite de bien profiter de toutes les réjouissances que va nous offrir cette semaine à Chamonix. On a beaucoup de chance d'être là. Merci également au public pour sa présence. Si vous voulez venir, je serais ravi de vous accueillir demain, mercredi à 17h45 pour l'enregistrement de notre prochaine émission qui est consacrée à la TDS, en présence de Sissi Cusso, Jean-Michel Fort-Vincent et Ludovic Pommeret, qui, on me l'a appris il y a quelques instants, a gagné la TDS. Il a gagné, bravo, on est super content pour lui. Donc nous aurons demain le plaisir d'avoir le vainqueur de la TDS. Voilà, encore un casting de rêve comme aujourd'hui. Merci à tous les trois, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et on va se recroiser à Chamonix avec plaisir. À bientôt. À tout Merci, vite. bonne soirée.